Voilà, toujours en direct pour ce 6e colloque national du syndicat des énergies renouvelables. On parle aujourd'hui du photovoltaïque. Merci à Florence Roussel et à ses invités il y a quelques minutes. M'ont rejoint sur ce plateau à ma gauche Jean-Luc Fugit, le député du Rhône, rapporteur de l'OPEX. Et surtout, monsieur le député, on se souvient de ce travail que vous avez réalisé sur l'agriculture face au défi justement de la production d'énergie. On en parlera tout à l'heure. Éric Bonafoux, le directeur général délégué du développement de chez Boralex, on dit bien Bonafoux. On dit Bonafoux. Il n'y a pas de problème, parce qu'on est dans le sud. On dit le X. Je salue également Henri Biesper, le deuxième vice-président de la FNSEA. On parlera des enjeux pour les agriculteurs du photovoltaïque. Et il y en a beaucoup, notamment dans le financier. Et puis, à distance, je suis content aussi de retrouver Marie-Françoise Bazerque, la directrice adjointe à la DREAL. On est en PACA. Est-ce qu'il fait beau? Est-ce qu'il y a du soleil en ce moment, Marie-Françoise? Un très beau soleil. Et voilà. Donc on parle, vous êtes donc prête à parler des questions de photovoltaïque dans une région où le soleil ne manque pas, hein? Absolument. Alors, pour bien cadrer notre débat, puisque j'ai présenté tous nos invités pour parler des enjeux territoriaux, du développement du photovoltaïque au sol, qui, pour certains, n'a pas tout à fait trouvé sa place en France. Je le disais tout à l'heure, comparativement à d'autres pays qui ont des petites surfaces, ont des superficies plus petites que la nôtre et pourtant développent davantage le photovoltaïque. Pour bien centrer le débat qui nous anime ce matin, pour poursuivre ce colloque du CER, je propose de regarder ensemble ce sujet qui a été tourné, c'est un cas concret, par nos amis d'Actu Environnement. On est sur un site de photovoltaïque à Avignonnet-Lauragais. Regardez. Tout proche de Toulouse, voici le premier site de France qui a intégré une centrale solaire en plein milieu d'un parc éolien. Soit environ 20 000 panneaux photovoltaïques installés sur 13 hectares, entourés de 12 éoliennes. Les éoliennes sont espacées de plusieurs centaines de mètres les unes des autres et le fait d'avoir pu implanter donc, des panneaux photovoltaïques entre les deux lignes d'éoliennes nous a permis d'optimiser le terrain à la fois d'un point de vue de l'urbanisme mais également d'un point de vue foncier. Ensemble, les deux technologies ont une puissance de 13 MW. Elles produisent l'équivalent de la consommation électrique hors chauffage d'environ 6500 foyers. Un projet pionnier sur le territoire d'une petite commune de 1500 habitants. Tout le monde s'y est habitué, ça devient un site touristique, c'est devenu un site touristique du coup. Donc on a des visites sur site, ça amène du monde dans la commune, ça fait travailler les commerçants locaux et voilà, et ça fait connaître notre petit village dans le Lauragais où il fait bon vivre. Plus de notoriété pour la commune et aussi une rente confortable d'environ 100 000 € par an. Ça a donné la possibilité au village de créer des infrastructures, notamment la médiathèque qui a été créée dernièrement. Voilà, ça permet au village d'avoir quand même une manne financière pour un petit village, comme je dis, qui n'avons pas beaucoup de ressources. Et du coup, voilà, ça aide bien pour l'investissement et le fonctionnement de la commune. Les premières éoliennes ont été installées en 2002. Elles devraient être renouvelées par des machines plus modernes et donc plus puissantes. Quant à la centrale solaire, elle date de 2011. On prévoit une durée de vie d'encore une dizaine d'années pour les panneaux photovoltaïques. Ensuite se posera également la question du repowering pour renouveler la technologie et donc augmenter la puissance de ce parc. D'autres projets similaires devraient fortement se développer sur ce territoire. Rappelons que l'Occitanie entend devenir la première région à énergie positive d'Europe. Voilà, ce joli petit coin d'Avignonnet-Lauragais. Éric Bonafoux, j'ai pas eu la berlue, j'ai vu à la fois des panneaux solaires et des éoliennes, ce qu'on appelle un mixité hybride. Voilà. Il y a beaucoup de projets réalisés comme ça en France? Il y a très peu de projets comme ça en France. Je pense que ça a été le premier, c'est sûr, et c'est peut-être un des rares ou l'unique projet en France. Donc sur Avignonnet-Lauragais en Haute-Garonne, où on a 2 générations d'éoliennes, les premières datant de 2002, les autres de 2007, et ensuite on a un parc solaire qui a été inauguré en 2011. Donc c'est vraiment sur un seul site, on a diverses formes de production d'énergie renouvelable. Ça pose des questions particulières d'avoir à la fois des éoliennes et à la fois des panneaux photovoltaïques?
Les techniques, non. Simplement, il faut avoir une équipe sur place qui soit capable de maintenir des éoliennes et de maintenir un site solaire. Donc on a la chance d'avoir, on ne le voit peut-être pas assez dans le film, mais on a une ferme qu'on a réhabilitée qui est vraiment aux abords du site solaire, donc à quelques dizaines de mètres du site solaire et du site éolien. On ne peut pas faire plus proche pour maintenir un site solaire et un site éolien. Mais juste question de Béotien, quand on allie sur nos territoires, dans nos terroirs, j'allais dire, à la fois de l'éolien, qui est regardé parfois un peu de travers, et du panneau photovoltaïque, ça fait deux sources de nuisances visuelles ou sonores parfois pour les uns et pour les autres. Est-ce que ce type de projet va se développer ou au contraire, il va rester circonstancié à quelques endroits? Il aurait fallu interroger, je pense, les habitants de la commune, surtout la maire. Elle ne vous aurait pas parlé de nuisance, mais d'intérêt et d'attractivité de ces projets-là. Donc il y a un fort appétit de la part de la collectivité des citoyens. Donc non, ce ne sont pas des nuisances. Les maisons les plus proches, ce sont à plusieurs centaines de mètres. Et on est sur un plateau donc, où le site solaire ne se voit quasiment pas. Alors, je vais parler avec vous, Henri Bies-Perret, maintenant, deuxième vice-président de la FNSEA. Je l'ai bien prononcé, là, Perret. Dites-moi, le photovoltaïque, et on en parlera aussi avec le député Fugit, qui s'est penché sur ces questions, et notamment dans un travail qui avait été remarqué dans un rapport parlementaire, on a le sentiment que ça peut fournir, pour les agriculteurs, un complément de revenu. Moi, quand je me balade dans nos terroirs, dans nos territoires, je vois souvent des granges à foin avec, sur les toitures, les fameux panneaux photovoltaïques. Je me trompe ? Non, vous avez tout à fait raison. Pour nous, agriculteurs, en fait, on parle ici, bien sûr, de l'enjeu et du défi qu'a notre pays à trouver des sources d'énergie décarbonées, donc le photovoltaïque en fait partie. Mais nous, agriculteurs, on a aussi le défi à relever de continuer de produire de l'alimentation pour tous nos concitoyens. Et on sait que la population va en augmentation. Donc l'enjeu pour nous, agriculteurs, c'est de bien concilier la production d'énergie avec la production alimentaire. Et donc pour les agriculteurs, de pouvoir mixer du revenu agricole avec du revenu généré par la production d'énergie. Et donc effectivement, pour nous, la priorité, avant de parler trop au sol, c'est bien de couvrir les bâtiments d'élevage. Et on donne comme ça quelques euros de compétitivité supplémentaire aux éleveurs de notre pays qui en ont bien besoin. Alors un mot peut-être, je profite de votre présence. J'ai vu ce communiqué passer là, il y a quelques minutes. Vous avez signé une charte nationale avec EDF sur l'énergie renouvelable précisément. Là, c'est ce matin ? Voilà, tout à fait, ce matin. Alors, le hasard des calendriers a fait qu'on discutait avec cet opérateur-là, mais ça a vocation à s'élargir aux autres opérateurs. Par rapport à ce que je vous disais juste à l'instant, pour concilier agriculture et production d'énergie, l'idéal, c'est que l'opérateur vienne rencontrer les organisations agricoles, la FNSEA en particulier, mais aussi les chambres d'agriculture, et qu'ensemble, on regarde dans quel lieu on peut installer les panneaux photovoltaïques pour gêner le moins possible la production agricole. Et bien sûr, de faire en sorte que de la production agricole puisse continuer d'exister en dessous des panneaux photovoltaïques. On sait qu'aujourd'hui, il y a des technologies qui le permettent, c'est celle nous qu'on prône, et cette charte vise justement à ce code de bonne conduite entre les opérateurs qui ont, à qui l'État a demandé d'installer un grand nombre, quand même, c'est 30 000 hectares en France qui devraient être installés en panneaux photovoltaïques, et de le faire en bonne intelligence avec la profession agricole, pour qu'on puisse justement faire en sorte d'organiser le territoire avec des lieux, effectivement, où on va préserver un milieu agricole, des lieux où on va installer des panneaux, mais où on pourra produire certaines productions en dessous. Alors, on va rejoindre dans quelques minutes Marie-Françoise Basserre, parce que je veux aussi qu'elle nous donne son expérience sur, parfois, me semble-t-il, la difficulté qu'il y a entre celui qui rêve de mettre en place un projet, un industriel ou autre, et puis le carcan, non pas administratif, on ne va pas parler du millefeuille administratif, mais plutôt des lois que vous devez faire respecter. On revient vers vous dans quelques secondes, Marie-Françoise Basserre. Un mot, monsieur le député Fugit. Vous vous intéressez beaucoup, et depuis le début de votre mandat, à la question du photovoltaïque au sol, dans le domaine agricole. Je rappelle que le rapport que vous avez rendu en juillet 2020 de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques, l'OPEX, et pas l'OPEX, ne pas confondre avec les opérations extérieures, puisque tout à l'heure le général Fontan du ministère de la Défense vient de nous rejoindre, l'OPEX, c'est important, et notamment ce rapport autour de l'agriculture face aux défis de la production d'énergie. Est-ce que, alors, c'est un beau rapport que j'ai pas lu, j'ai lu des synthèses, mais que je n'ai pas lu. Voilà, il est là, voilà, c'est un beau rapport. En quelques mots, j'aimerais que vous nous commentiez ce travail et que vous nous disiez en quoi
pour le monde agricole, au-delà du complément de revenus que soulignait tout à l'heure Henri Piès-Perret, en quoi c'est important pour l'agriculture française de se lancer un peu plus dans ces énergies renouvelables? Alors, tout simplement, je crois que notre agriculture, elle est à la fois à la croisée des chemins, des enjeux, des chemins climatiques, énergétiques, et c'est une composante majeure de notre société. Moi, je m'intéresse depuis le début de mon mandat, à tous les enjeux qui sont à équidistance entre, il y en a 7 ou 8, entre la transition écologique et le monde agricole. Donc, je suis par ailleurs rapporteur d'émissions glyphosate, des choses comme ça, etc. Sur la production d'énergie, on a quelque chose d'assez extraordinaire avec le monde agricole, c'est que le monde agricole, c'est comme toute activité, il a un impact sur l'environnement, mais il est aussi une solution. Donc ça, il faut l'avoir bien en tête. On veut aller globalement vers la neutralité carbone. On parle tous de la neutralité carbone 2050. Peut-on y aller sans l'agriculture? La réponse est évidemment non. On a besoin des forêts et d'une agriculture avec un couvert végétal maximum pour pouvoir fixer du CO2. On a aussi besoin de réduire nos émissions de CO2. L'agriculture doit réduire ses émissions de CO2, mais toutes nos activités individuelles, professionnelles, tout ce que l'on fait, l'industrie, le résidentiel, etc. Donc en fait, on est tous dans le même bateau, si je m'exprimais ainsi. En revanche, l'agriculture, elle a vraiment des solutions intéressantes à nous proposer. Et par rapport au photovoltaïque, alors dans le rapport, donc, on a fait un bilan très très complet de tout ce qui est. On est à l'OPEX, nous sommes sur la science et la politique. Oui, les choix scientifiques. Voilà. On est là pour éclairer l'ensemble du Parlement. C'est 18 sénateurs, 18 députés. C'est présidé par Cédric Villani, dont on ne peut pas imaginer une seule seconde que ce n'est pas un scientifique de haut niveau. Et moi, je suis un des modestes vice-présidents de cet office. Et on essaye donc, pour chacune des décisions scientifiques, technologiques du pays, d'éclairer l'ensemble du Parlement, le Sénat et l'Assemblée nationale, des conséquences potentielles de ces choix. Ce qu'on a voulu faire ici dans ce travail, c'est de regarder objectivement toutes les sources de production énergétique liées au monde agricole, quels en étaient les impacts, comment on peut le développer, etc. Donc, il y a la méthanisation, il y a l'éolien et donc il y a le photovoltaïque. Le photovoltaïque, je voudrais simplement dire cette chose-là en introduction, qui peut paraître évidente, mais c'est parce que c'est évident que je vais le rappeler, que finalement, ça consiste à faire quoi? On a des photons qui arrivent, et ces photons, aujourd'hui, sont captés sur Terre par les végétaux, qui, eux, s'en servent pour faire la photosynthèse et donc fabriquer la matière. D'ailleurs, on va s'alimenter grâce au blé qu'on va produire, à l'herbe pour les animaux et les animaux qu'on va consommer. Donc finalement, cette énergie photonique, elle nous sert pour notre alimentation. Et ça, les agriculteurs, ils viennent de nous le rappeler. Il faut évidemment préserver cette dimension majeure de la transformation des photons en énergie, en matière que nous, on va consommer. Mais on peut aussi imaginer récupérer une partie de ces photons, en effet, pour pouvoir faire à la fois de l'électricité, du chauffage, etc. Pour nous. Et en fait, il faut en effet concilier les deux. Mais le choix du rapport aussi, c'est une des conclusions du rapport, c'est de dire, attention, ne changeons pas l'affectation des terres. La priorité de l'agriculture française, selon nous, avec mon collègue rapporteur du Sénat, qui n'est plus sénateur maintenant, eh bien, ça reste que les terres sont d'abord à destination de production alimentaire. Mais la production alimentaire, d'une certaine manière, c'est une transformation d'énergie. Donc c'est aussi de l'énergie, mais c'est de l'énergie alimentaire. Alors Marie-Françoise Bazère, j'arrive dans la région sud là pour vous voir et vous questionner. Dites-moi, je parlais parfois de projets un peu compliqués à mettre en place. Est-ce que je résume bien les choses si je dis qu'un projet, c'est un site, on vient de l'entendre avec le député Fugit, mais c'est aussi un intérêt public majeur, parce que s'il n'y a pas les deux, il n'y a pas de projet photovoltaïque. Et surtout, j'aimerais, madame, que vous nous expliquiez un peu le cadrage, la méthodologie que vous avez mise en place à la DREAL dans votre région, pour que précisément ça ne parte pas dans tous les sens et qu'on respecte cette équation, site plus intérêt général public. Oui, donc comme vous le disiez tout à l'heure, on a du soleil en PACA, mais on a aussi beaucoup de biodiversité. On a aussi d'autres enjeux, comme ça a été dit précédemment, notamment l'agriculture. On a des enjeux forestiers aussi sur le terrain. Et donc, on est un petit peu avec ce qu'on pourrait appeler on pourrait percevoir comme un peu une injonction un peu contradictoire, qui est de prendre en compte ces enjeux biodiversité et autres, et aussi de faire le développement des ENR. Et donc, aujourd'hui, on parle du photovoltaïque. Parce qu'effectivement, sur le photovoltaïque, on a beau avoir du solaire ici, on est très très loin d'atteindre les objectifs de la PPE notamment, donc on a quand même beaucoup de travail à faire. Et lorsqu'on a un certain nombre de dossiers qui, au niveau de l'instruction, se passent mal,
c'est souvent parce que c'est la localisation du projet qui n'est pas idoine. Hein, c'est-à-dire qu'on va se retrouver sur un secteur où on va avoir beaucoup d'enjeux environnementaux, ce qui va faire que ça va être très compliqué de faire sortir le dossier. Et pour ensuite pouvoir avoir une autorisation, entre guillemets, relativement facile à obtenir et sans trop d'enjeux du style trouver des mesures de compensation, donc trouver aussi des terrains de compensation parce qu'on aurait impacté des espèces protégées. Et donc ce qu'on a voulu faire avec la méthode dont vous parlez, c'est un peu dérisquer les secteurs sur lesquels... C'est une graduation du risque. Voilà, absolument. Et en identifiant des secteurs où on a établi que, parce qu'on a de la réglementation existante qui l'indique, qu'on ne pourra pas faire du photovoltaïque sur certains secteurs, mais comme on ne peut pas faire spécifiquement au projet photovoltaïque. Donc on a identifié ces zones et puis on a fait une gradation ensuite avec un certain nombre d'enjeux plus ou moins forts. Et l'objectif ensuite, c'est que cette méthodologie soit prise en main, on va dire. Et là où on pense que... Parce qu'aujourd'hui, on a des développeurs qui nous présentent des projets. Et on a des projets, on les examine, entre guillemets, un par un. Et l'examen un par un ne permet pas non plus d'avoir un peu une vision sur un territoire donné. Et c'est ce qui nous est reproché, notamment qu'on a besoin d'avoir des mesures de compensation et des dérogations sur les espèces protégées. Voilà. Oui, ça c'est un point important, monsieur le député. C'est un point très important, on va y revenir. Madame Bazergue, je voulais aussi vous poser une question. On parle d'énergie renouvelable, bon, photovoltaïque, mais énergie renouvelable. Il y avait un grand projet, c'était les éoliennes au large de Fos, sur mer. On en est où? Oui. Vous avez entendu ma question? Non, je ne vous ai pas entendu. Pardonnez-moi, je parlais des éoliennes de Fos. On en est où? Le projet avance en termes d'énergie renouvelable? Le projet en mer? Oui. Oui. Il y a eu un contentieux sur ce projet et donc là, il est en cours on peut trouver des réponses au jugement du tribunal. Oui, merci Madame Bazergue. Monsieur le député, juste très rapidement, parce que j'ai deux questions, une pour Monsieur Bonafou, là, que je viens de recevoir, et une pour vous, Monsieur le vice-président de la FNSEA. Il y a tout ça, il y a ceux qui veulent réaliser des projets, il y a les différentes strates administratives, il y a différentes lois appliquées, il y a les différents recours, et j'ai posé la question sur les éoliennes de Fos, parce qu'elle me semblait un peu emblématique. Il y a ce qu'on veut faire, les éoliennes en mer, magnifiques, et puis il y a ce qui est réalisable. Le législateur en est conscient. Oui, je pense que le législateur en est conscient. Je pense surtout qu'il faudrait parfois un petit peu simplifier les procédures, les faire accélérer. Enfin, je pense qu'il faut avoir le courage de le dire, même si des fois c'est pas très politiquement correct. Mais surtout sur l'éolien en mer, où je pense que quand même il y a pas mal de soucis. Après, sur le photovoltaïque, peut-être que ça peut être aller un peu plus vite. D'une manière générale, je pense moi qu'il faut vraiment construire des projets de territoire et embarquer les citoyens. Et en photovoltaïque, je lisais très récemment un communiqué de la CNR, la Compagnie nationale du Rhône, là, qui évoquait un projet, je crois que c'est dans la région de Madame, donc c'est à Beaucaire, je crois, de mémoire, où il y a une collecte de dons qui a été faite pendant 2 mois. Là, ils viennent de dépasser le 1 million d'euros pour pouvoir faire une grande ferme photovoltaïque, avec des dons qui allaient entre 100 et 50 000 euros, des dons de citoyens. Et je trouvais ça aussi intéressant, ces projets citoyens, je trouve qu'ils sont aussi intéressants. En revanche, on doit les construire, on doit les conduire de manière très, très imbriquée avec le monde agricole, parce qu'il ne s'agit pas de faire n'importe quoi dans nos campagnes. Et ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, mais pour moi est une évidence, alors c'est le fils de paysan que je suis qui le rappelle, c'est qu'à un moment donné, il faut vraiment que de la valeur revienne au monde agricole quand on implique le monde agricole. Alors dans le photovoltaïque. Je le dis, c'est extrêmement important. Henri Biespéré, une question pour vous et après une question pour M. Bonafou sur ce qu'on a vu tout à l'heure, sur cette hybride éolienne photovoltaïque. Pour le deuxième vice-président de la FNSEA, mais en fait, M. Fugit l'a dit et je ne sais pas si vous avez réagi. Cette question, c'est il faut construire des projets au sol, bon, très bien, mais la priorité, c'est quand même l'alimentation. On vous pose cette question. Est-ce que vous êtes prêt à surseoir cette priorité de l'alimentation pour construire du panneau solaire?
Alors, merci dans ce débat d'évoquer vraiment toutes les facettes, parce que sinon on parle un coup, on met les panneaux et après on regarde la production alimentaire. C'est effectivement multifacette. C'est ce qu'on a voulu consigner, nous aussi on a fait un peu de production écrite, notre rapport d'orientation là, de l'année, faire du défi climatique une opportunité pour l'agriculture. Le sol, il est nécessaire pour installer des panneaux photovoltaïques. Ce même sol, il est indispensable pour continuer à produire de l'alimentation. Et chaque fois qu'on est sur le sol, il est aussi porteur de biodiversité. C'est ce qu'a dit Madame de la Dréal, c'est-à-dire que chaque fois, Madame Bazerque, c'est-à-dire que quelquefois on a des opérateurs qui disent mais nous on a juste besoin de 10 hectares. Sauf que si sur ces 10 hectares, on détecte qu'il y a de la biodiversité un peu remarquable, bien sûr. Il y a ce qu'on appelle la compensation écologique. Oui. Et à côté, on va de nouveau mobiliser peut-être 4, 5, 6 fois cette surface-là. Oui. Pour aussi faire de la préservation de la biodiversité. Nous, dans l'agriculture et dans ce rapport, ce qu'on a consigné, c'est qu'on est en capacité de faire l'ensemble, à condition, comme vous venez de dire à juste titre, monsieur le député, de s'y prendre à l'avance, d'être en concertation, de mettre les organisations agricoles avec les élus du territoire autour de la table, et justement de bien construire un projet de territoire. Madame Bazerque, ce que dit le vice-président de la FNSEA est très important. Vous avez tous ces sujets à traiter. On prend celui de la biodiversité, mais il y en a d'autres sur lesquels vous devez compter et regarder tout ça de très près. Oui, absolument. Et dans les secteurs où on estime qu'il ne faut peut-être pas aller faire du photovoltaïque ou d'autres projets, on a certaines zones agricoles qui sont productives, au bon sens du terme. Et pour la région, par exemple, on évite d'aller faire des projets sur des zones qui sont irriguées ou irrigables, parce qu'elles ne sont pas très nombreuses dans la région, et on a envie de préserver ça. Mais ensuite, dans ce qui est activité agricole, on peut effectivement arriver à concilier tout un tas de choses. Et là, on est en train aussi d'écrire, de réaliser un document, et on va essayer de regarder avec, on appelle ça l'agrivoltaïsme. C'est ça, j'allais. C'est ça. Voilà, et essayer de voir un petit peu comment on peut effectivement concilier les deux. Parce qu'on peut très bien allier le côté agricole sans forcément aller non plus sur du sol où on aurait quand même plutôt intérêt à avoir de la production agricole. Surtout nous, on est dans une région où il y a beaucoup de maraîchage, arbres fruitiers, etc., qui a une forte valeur ajoutée. Et donc, voilà, on essaie de concilier les deux choses. Alors, au départ, il y a eu quelques expériences malheureuses avec des serres, etc., etc. Donc là, on est en train, je pense, tous de tourner la page là-dessus et essayer de voir comment on peut trouver des projets, des façons de faire, plus exactement, qui peuvent concilier la poursuite de l'agriculture et avoir de l'énergie. Merci Madame Bazerque. Merci Madame Bazerque. Alors une précision, un internaute nous dit, il faut bien préciser que le projet de Beaucaire était un financement participatif et non pas un appel aux dons. Voilà. Qui revient. Juste un mot sur l'agrivoltaïque, mais très rapidement, parce que j'aimerais qu'on termine, comme on a commencé, par le fameux sujet là, hybride, avec Monsieur Bonafoux. L'agrivoltaïsme, on a fait une des propositions du rapport donc, qui est à l'étude. Le ministre de l'Agriculture a demandé à ce que ce rapport soit étudié. Et pas plus tard qu'hier, on m'a dit qu'une réunion aurait lieu avec moi la semaine prochaine, parce que les services de l'État ou du ministère ont étudié les propositions. Et dans les propositions, on dit qu'il faut vraiment développer l'agrivoltaïsme. Et cet agrivoltaïsme, moi j'y crois beaucoup pour une raison simple. Parce qu'aujourd'hui, l'agrivoltaïsme, ça fait appel aux innovations technologiques, avec l'intelligence artificielle, les panneaux intelligents, etc. etc. Et en fait, la transition écologique, au passage, je précise, ma vision à moi, c'est ça. La transition écologique, ça s'appuie sur la science et l'innovation. Ce n'est pas de l'incantation, la transition écologique. Et là, l'agrivoltaïsme, c'est la possibilité de faire des accords gagnant-gagnant. Entre la production agricole alimentaire classique et derrière une protection que l'on peut faire de certaines cultures. Non, juste point très important, M. Bonafoux, il y aura une question super technique pour vous, je vous la pose, mais c'est vrai, on dit que le monde agricole est en retard en matière de digitalisation, en matière de nouvelles technologies. C'est vrai? Non, je pense que c'est faux. Par rapport aux agriculteurs européens. Les agriculteurs se digitalisent à grande vitesse. Ils utilisent aujourd'hui dans leur quotidien, tant sur l'animal que sur le végétal, énormément de technologies basées justement sur l'étude de la donnée, l'intelligence artificielle et le copilotage de toutes les interventions en fonction justement Monsieur Bonafoux, directeur général délégué du développement chez Boralex. Voilà une question pour vous. On a vu ce sujet tout à l'heure et vous avez pointé du doigt un vrai souci, enfin une vraie exemplarité. C'est sans doute le seul projet hybride, ou en tout cas l'un des seuls. Et quelqu'un vous pose cette question, donc je la lis intégralement. Concernant le parc hybride éolien et solaire, comment cela a été possible au titre du PLU?
Car souvent les éoliennes sont en zone agricole, là où les panneaux photovoltaïques sont interdits. C'est juste. Y a-t-il eu une modification de destination des parcelles de la centrale photovoltaïque ? Alors le PLU a été compatible pour l'éolien et oui, il y a eu une révision du PLU pour le rendre compatible avec une centrale photovoltaïque. Donc c'est un projet qui est de longue date, qui a été débuté en 2007 et mis en service en 2011. Donc oui, on était sur des terres à vocation agricole, qui étaient de très faible valeur agricole. Et aujourd'hui, le parc est exemplaire d'un point de vue, on va dire, biodiversité. On est arrivé à concilier l'agriculture autour du parc, parce qu'on est arrivé à ne pas arroser de manière immodérée autour du parc. On est arrivé à s'asseoir avec des agriculteurs, à ne pas avoir on va dire, d'engrais ou de pesticides, on va dire, déraisonnés aussi autour du parc. Et sur le parc, on est arrivé à faire un entretien mécanique, mais aussi avec des moutons. Et on est arrivé aussi à réintroduire des plantes messicoles. Donc il y a des plantes messicoles, c'est des plantes qui existaient de par une agriculture, on va dire, raisonnée auparavant. Et on est arrivé à ce que ces plantes messicoles, qui étaient un fort enjeu de biodiversité, soient réintroduites et réapparaissent sur le parc. Ça veut dire qu'on peut réviser les PLU un peu où on veut pour étendre ce genre de projet ? Alors comme je vous disais, ça c'était en 2008. Aujourd'hui, il y a des pratiques, mais oui, on peut adapter les documents d'urbanisme. Je pense et on me dit, mais c'est quoi une terre à faible valeur agricole ? Il y a des classifications, je pense qu'il y a des personnes autour de là qui seraient plus à même que moi d'en parler, mais je pense que c'est en fonction des rendements aussi, en fonction des rendements qu'on sont entendus. C'est pour ça qu'il faut vraiment une concertation locale. Parce oui, qu'une terre aujourd'hui dite à faible valeur, demain on va trouver une plante qui exprime vraiment un gros potentiel et elle a une super valorisation. Typiquement c'est la vigne, quoi. C'est des terrains qu'on considérait très mauvais pour l'agriculture et finalement quand vous y plantez le bon cépage... Sauf quand l'Europe vous demande d'arracher les pieds parce que c'est encore un autre question. Ce qui est important, c'est qu'on parle d'un projet d'énergie renouvelable et un parc solaire est là pour une trentaine d'années. Donc oui, on vient s'implanter sur une terre qui était à très faible valeur agricole, mais dans 30 ans, dans 20 ans maintenant, le projet sera démantelé et pourra retrouver une nouvelle destination. Et ça, c'est important. On va conclure cette table ronde. Je remercie le député Fugit parce qu'on est pressé par le temps. Marie-Françoise Bazerque, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous à distance depuis votre belle région PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Merci à Henri Bies-Perret, le deuxième vice-président de la FNSEA, et puis aussi, bien sûr, à Éric Bonafoux, qui nous a apporté ces lumières très précises, très techniciennes, sans transition aucune. Vous savez ce qu'on va aborder comme sujet maintenant ? On va aborder la question précisément du foncier. Parce que voilà un sujet qui est absolument majeur. Je le disais en commençant ces émissions, s'il n'y avait pas de foncier pour porter le photovoltaïque demeurerait une sorte de doux rêve pour beaucoup de ceux qui veulent en produire. Donc mobilisation du foncier, on en parle dans quelques instants avec mes invités. Merci messieurs, merci madame.